Et je souhaite vous faire état des quatre principales constatations que je tire donc de ces 6 mois de travaux. La première est qu'il est impossible dans notre pays de mesurer le montant total de la dépense publique consacrée aux établissements privés sous contrat, celle de l'État, celle des collectivités territoriales, sous l'effet à la fois de sous-estimation de certaines dépenses, en particulier de certaines dépenses des collectivités territoriales, en raison du fait que certains types de dépenses ne sont jamais comptabilisés. Je pense par exemple aux dépenses associées au mécanisme de niche fiscale dont peuvent bénéficier certains établissements privés sous contrat, puisqu'il est possible de leur faire des dons qui sont, comme pour toutes les associations, déductibles d'impôts, mais ces dons sont une dépense dans le budget de l'État et celle-ci n'est jamais intégrée au calcul total. Il y a donc des difficultés dans la méthodologie, mais aussi il y a un contexte, ce qu'un haut fonctionnaire que nous avons auditionné a décrit comme une culture de l'évitement qui pousse au fond bon nombre d'acteurs publics en charge de l'évaluation, en charge du contrôle, à une forme d'autocensure, et cela explique sans doute aussi ce défaut d'information. Au total, nous estimons qu'il y a plusieurs centaines de millions d'euros au moins qui échappent au calcul de la dépense et que celle-ci doit se situer probablement entre 10 et 12 milliards d'euros. Et vous voyez que là, j'ai une marge qui est importante, mais qui renvoie donc à cette situation qui est assez étonnante. Il y a, je crois, peu de dépenses publiques qui sont à ce point aussi mal mesurées que celles-ci. Et donc, nous faisons des préconisations, Christopher Weisberg et moi-même, pour disposer de transparence et d'une mesure à l'euro près, par exemple l'établissement d'un jaune budgétaire, c'est un document budgétaire qui retracerait l'ensemble des dépenses de l'État consacrées à ces établissements privés sous contrat, de même que nous appelons à ce que les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités territoriales fassent apparaître de façon très précise les dépenses consacrées aux établissements privés en les distinguant bien et toujours de celles allouées aux établissements publics. Deuxième constatation, le système est, en tout cas c'est une appréciation là que je fais mienne, parce que je l'affirme, il est hors de contrôle. Il est hors de contrôle, en tout cas certains des contrôles qui sont prévus par le Code de l'éducation, je pense aux audits financiers des établissements, qui sont des contrôles approfondis, qui sont des contrôles importants parce que ce sont les seuls à pouvoir garantir le bon usage des fonds publics, à pouvoir vérifier en les traçant cet usage, eh bien, ils sont quasi inexistants. Ils reviennent aux directions départementales des finances publiques, mais nous constatons, à l'issue donc de ces travaux, qu'au rythme actuel, il faudrait 1500 ans pour assurer l'audit de l'ensemble des établissements privés sous contrat. Et nous faisons là encore des propositions ensemble pour remédier à cette carence majeure qui appelle une réaction très rapide de l'État, du gouvernement, de la ministre de l'Éducation nationale, du ministre des Finances. Nous proposons de renforcer les moyens des directions départementales des finances publiques et puis d'inviter les recteurs à se saisir de cet enjeu en établissant chaque année une liste d'établissements à auditer. Troisième constatation, et pardon, avant d'y venir, cette absence de contrôle rend possible manifestement des fraudes, des mécanismes de détournement de fonds publics. Plusieurs mécanismes nous ont été décrits, au moins 4, par des interlocuteurs très différents, et y compris confirmés par certains rectorats, donc par des gens qui savent de quoi ils parlent. Nous n'avons pas les moyens de dire si ces mécanismes sont ponctuels, même exceptionnels, ou fréquents, voire généralisés. Notre mission d'information ne nous a pas permis de les mesurer. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'en l'absence de contrôle, ces mécanismes de fraude ou de détournement sont systémiquement rendus possibles. Et là encore, il convient de corriger urgemment cette situation. Dans l'échange tout à l'heure, si cela vous intéresse, nous pourrons détailler les mécanismes de détournement qui nous ont été décrits. Troisième constatation, donc, est apparu, a émergé un dialogue de gestion entre l'État et les réseaux d'établissements qui est un dialogue hors cadre légal. Car il faut rappeler que la loi Debré, qui organise le financement public des établissements privés sous contrat, ne prévoit en aucun cas l'existence de réseaux d'établissements qui fédèrent un certain nombre d'établissements qui s'y rattachent, et prévoit au contraire, de façon très explicite, que le dialogue de gestion et la contractualisation ne doit être opéré que dans un lien direct entre les établissements et l'État. Force est de constater que dans la pratique, des réseaux ont émergé depuis maintenant plus de 70 ans pour certains, et sont devenus des interlocuteurs pour l'État. Et l'État organise pas simplement un dialogue, il ne me choquerait pas, mais un dialogue de gestion qui détermine une partie de l'allocation des moyens publics. Ces milliards d'euros d'argent public, ils sont en partie distribués à l'issue de ce dialogue de gestion, qui est un dialogue absolument opaque,
Nous n'en connaissons rien, nous n'en connaissons ni l'ordre du jour, ni les conditions de certains compromis ou de certains arbitrages. Mais il y a donc là une dérive, puisque ce dialogue se produit hors cadre légal, puisque ce dialogue conduit manifestement à un traitement inégal des établissements en fonction des réseaux auxquels ils se rattachent. Et il y a de fait des exigences qui sont imposées aux établissements des petits réseaux. Je pense aux réseaux laïcs, protestants, juifs, musulmans ou de langue régionale, des exigences qui ne sont jamais imposées aux établissements se rattachant au réseau catholique qui fédère 96%, donc c'est le géant du secteur, 96% des établissements privés sous contrat de notre pays. Et dans ce règne de l'inégalité de traitement, il y a un cas particulier, en tout cas pour moi, celui des établissements musulmans. Ils sont très peu nombreux à être contractualisés, 11 seulement, c'est 1300 élèves. Et là, moi, je parle de traitement discriminatoire, parce que non seulement ces établissements sont les plus contrôlés de France, leurs demandes de contractualisation sont très souvent non satisfaites. Et lorsqu'on s'intéresse au cas du lycée Averroès, sur lequel on pourrait revenir en détail, il y a manifestement, en le comparant au collège Stanislas, un deux poids, deux mesures qui est absolument choquant. Enfin, dernière observation qui m'importe, ce dialogue de gestion entre l'État et les réseaux, il contrevient en certains cas à l'application de la loi laïque, à l'article 2 de la loi de 1905 en particulier, qui précise, vous le savez, que l'État ne reconnaît aucun culte. Or, certaines têtes de réseau sont directement désignés par des autorités religieuses, et donc les représentants d'autorités religieuses. Je pense en particulier au secrétaire général de l'enseignement catholique, qui est désigné par la Conférence des évêques de France, et il est très étonnant de découvrir à l'issue de ce travail que l'État, le ministère de l'Éducation nationale, organise un dialogue de gestion avec une autorité nommée par la Conférence des évêques de France. Il y a là une atteinte à la loi de 1905, et j'appelle pour ma part à ce que l'État s'y conforme urgemment à cette loi laïque. Quatrième et dernière constatation, pour ne pas être trop long, le système de subvention, de financement public des établissements privés sous contrat nourrit, subventionne un processus de ségrégation socio-scolaire qui atteint aujourd'hui des records. Les écarts entre écoles publiques et écoles privées n'ont jamais été aussi importants. Et il y a là une dérive qui pourrait définitivement instaurer un système à deux vitesses, avec une école privée qui tendanciellement accueillerait les enfants issus des familles les plus riches, et une école publique en grande difficulté, réservée à tous les autres. Une atteinte à la cohésion sociale, une atteinte au devenir de notre pays, face à laquelle il est, je crois, urgent d'agir. Et je fais de ce point de vue une proposition, celle d'introduire un système de malus qui viendrait diminuer les moyens d'enseignement et les moyens financiers, ce sont des moyens publics, accordés aux établissements privés qui contribuent à la ségrégation scolaire. Et enfin, ensemble, et c'est la dernière proposition, et elle montre en effet que nous sommes souvent retrouvés sur un certain nombre de propositions. Nous proposons, Christopher Weisberg et moi-même, d'introduire des contrats d'objectifs et de moyens qui lieraient chaque établissement privé du pays à la collectivité compétente et à l'État. Et ces contrats, qui pourraient être revus tous les 3 ou 4 ans, fixeraient démocratiquement des objectifs à atteindre, en termes de mixité sociale, par exemple, en termes de mixité scolaire, en termes, par exemple, d'inclusion des élèves en situation de handicap, puisque les écoles privées en accueillent moins que les écoles publiques, en termes de mise en œuvre des grandes campagnes de santé publique. Nous avons découvert que les établissements privés ne mettaient pas en œuvre de la même façon que les établissements publics, par exemple, la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Il nous paraît donc essentiel qu'il y ait un financement public qui est très important. Plus de 75% des budgets de ces établissements est alimenté par de l'argent public, qu'il y ait des contreparties publiques supplémentaires. C'est le sens de ces contrats d'objectifs et de moyens qui pourraient prévoir des sanctions financières, voire la rupture de contrat si les objectifs précisés n'étaient pas atteints. Voilà pour ces constatations, ces conclusions, ce travail, et peut-être maintenant, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Christopher, vos questions si vous en avez. D'abord, madame, je voudrais préciser un état d'esprit, il n'y a rien de vindicatif. Je ne sais pas si du côté de l'AMF il y a cet esprit, en tout cas il n'est pas le mien. Nous avons travaillé beaucoup, 6 mois, nous avons discuté avec tout le monde sans a priori. Et ce que nous écrivons dans ce rapport est documenté. Il peut être contesté, discuté, je n'ai aucune difficulté avec ça, mais cela s'appuie sur des faits objectivés, sur des travaux nombreux qui sont extérieurs aux constatations que nous avons faites.
Et une partie de nos conclusions s'appuie précisément sur les propos de l'AMF, de l'Association des maires de France que nous avons auditionné. Et cette expression de marchand de tapis, elle vient d'eux, d'abord. Si nous l'avons reprise, c'est parce qu'elle nous a frappés lors de notre échange. Et je crois qu'elle renvoie à deux choses. D'abord, elle renvoie au caractère imprécis de certains textes. Je pense notamment à une circulaire qui date de 2012 et qui précise les modalités de calcul du forfait communal. Cette circulaire fait une liste non exhaustive de dépenses. Et donc, elle est objet de beaucoup d'interprétations, de discussions. D'ailleurs, beaucoup de collectivités, à Marseille par exemple, l'adjoint au maire nous a expliqué comment ils avaient dû recourir à un cabinet extérieur. Donc, sans doute, d'ailleurs, c'est une dépense, là, pour faire cette étude, pour réfléchir à quelles dépenses exactement, dans quelle proportion, etc., il fallait intégrer au forfait communal. Et ça, c'est aussi de la géométrie variable. Et moi, je suis assez attaché à un principe républicain d'égalité. Et donc, ça me frappe de constater que la règle marseillaise ne sera pas forcément la même que celle de Pointe-à-Pitre ou de Dunkerque. Et donc, je veux d'abord dire, et d'ailleurs, nous faisons ensemble cette proposition, de revoir cette circulaire et qu'elle fixe une liste exhaustive pour que les choses soient claires. Elle peut être rediscutée régulièrement, modifiée évidemment, mais que toutes les communes de France savent à quoi s'en tenir et soient traitées et un rapport égal à la question parce que pouvant s'appuyer sur un document clair. Deuxième élément, et là encore, ce sont des maires, les représentants de l'AMF qui ont attiré notre attention là-dessus. Moi, c'était un phénomène qui m'avait tout à fait échappé. Ce sont eux qui nous ont décrit, à ma grande surprise, que le protocole mixité, passé par le ministre Pape Ndiaye avec le secrétariat général à l'enseignement catholique, avait, selon eux, conduit à une augmentation du contentieux entre certaines communes et certains établissements privés sous contrat. Parce que ces établissements privés sous contrat, se saisissant du protocole qui revendique vouloir atteindre des objectifs de mixité, je crois qu'il rend impossible cette atteinte, c'est un commentaire personnel, se saisissant de ce protocole, se tournaient vers les communes pour leur demander davantage de moyens. Et certaines communes refusant, des contentieux pouvaient aller, vous le savez, vers le préfet, parfois même vers le tribunal administratif. Ce n'est pas moi ou Christopher Weisberg qui ai décrit ce processus, ce sont les représentants de l'AMF. Donc je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas entendu leur conférence de presse, et vous avez raison de rappeler qu'ils l'ont tenue avant la publication de notre rapport. Donc je ne sais pas exactement quel était leur état d'esprit, mais je tenais à redire, voilà, qu'est-ce qui nous a conduit à décrire ce climat de marchand de tapis, culture de l'évitement, beaucoup de mots de climat de confiance. Très souvent, nos interlocuteurs, côté public comme côté privé, de hauts responsables, de hauts fonctionnaires, la règle est non écrite, il y a un usage, il y a un climat de confiance. Ça se passe bien depuis longtemps entre nous. Moi, je crois que ça interroge. Ce type d'expression interroge quand elle renvoie à une politique publique fondamentale, la politique de l'éducation, et à des masses financières aussi importantes. La guerre scolaire n'existe pas. Il y a trois, à mon avis, éléments qui caractérisent le moment, et si on s'intéresse à ce sujet, c'est un, la défaillance des pouvoirs publics du point de vue de leur mission de contrôle, de l'effondrement de l'école publique, et trois, l'aggravation des écarts entre le public et le privé. La guerre scolaire n'existe pas, mais l'expression est brandie par les partisans d'une forme de censure, d'une forme d'omerta politique qu'ils souhaiteraient voir prolongée, et qui vise à interdire le simple fait d'écrire un rapport, de poser une question, de suggérer que peut-être des choses doivent être revues. Ce n'est pas très révolutionnaire de le suggérer, le système a 65 ans. Peut-être un peu le temps de regarder un peu s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et d'observer si on ne peut pas faire évoluer un certain nombre de choses. Première observation. Deuxième observation, vous dites l'école privée fonctionne mieux. Attention, je crois d'abord, il y a ce qui relève des perceptions des familles, et je ne suis pas qualifié pour les discuter, des choix de projets pédagogiques, je ne suis pas qualifié pour les discuter, mais si on cherche des mesures qui peuvent objectiver la réponse à cette question, la DEP, qui est un organisme de l'éducation nationale, a mesuré au fond la plus-value éducative des établissements publics et privés. Et elle constate qu'elle est au moins équivalente, voire un peu moins bonne du côté des établissements privés. Donc c'est pas, là encore, Paul Vanier, député insoumis, qui a produit ces informations, c'est le ministère de l'Éducation nationale, tout ça existe, c'est disponible, c'est très objectivé, c'est scientifiquement construit, ça peut être débattu, bien sûr, comme toute affirmation scientifiquement construite, mais ça existe. Pour résumer, un élève qui est scolarisé dans le privé, il n'est pas emmené plus loin par l'école privée qu'un élève scolarisé dans l'école publique, du point de vue de ses résultats. Donc attention, il y a les perceptions des familles et là, il y a la réalité éducative et pédagogique. Et là, il faut, je crois, beaucoup nuancer le propos. Enfin, dernier point. Pour ma part, qui suis en charge des questions d'éducation
pour la France insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon depuis déjà longtemps, qui est largement contribué à écrire le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, je me suis exprimé à de très très nombreuses occasions sur la situation de l'école publique. Donc si vous vous intéressez à ce que je pense de l'école publique, vous aurez beaucoup de facilité, je crois, à trouver quelques références. Et avant de conduire ce travail, je me suis intéressé à beaucoup de sujets. Mais je suis en désaccord avec peut-être une affirmation, une dernière, de votre question ou commentaire, l'idée que la situation de l'école privée serait complètement indépendante de celle de l'école publique. Je crois que les deux sont liés. Je crois d'ailleurs qu'il faut avoir un regard grand angle, et nous l'avons à certains moments dans le rapport. La question du combat contre la ségrégation socio-scolaire ne se limite pas, en effet, uniquement à des mesures qui viseraient à transformer le fonctionnement de l'école privée. Il y a beaucoup à faire du côté de l'école publique, c'est certain. Mais considérer que le fait que les établissements privés captent, et c'est documenté, encore une fois, pas par nous, par la Cour des comptes, par l'ADEPE, par beaucoup d'historiens et de sociologues, captent une part de plus en plus importante d'élèves issus des milieux les plus favorisés, que ces établissements privés scolarisent 3 fois moins d'élèves boursiers que les établissements publics. Considérer que ce mécanisme, cette aggravation des écarts, n'a rien à voir avec la situation de l'école publique, je crois que ce serait quelque chose qui nous empêcherait de comprendre ce qui se passe. Donc si corriger l'école privée n'est pas suffisant, le faire, c'est aussi répondre en partie à l'ensemble à des problèmes qui se posent pour l'ensemble du problème éducatif et qui concernent donc l'école publique. D'abord, qu'est-ce qui nous conduit à vouloir nous immiscer dans la situation que vous avez décrite? Tout simplement, monsieur, elle est interdite par la loi. C'est interdit par la loi d'évincer, d'éliminer un élève parce qu'il aurait de mauvais résultats scolaires. Et c'est interdit dans la loi, y compris dans les établissements privés. Voilà, je veux juste vous dire, ce serait de la discrimination que de le faire. Et c'est malheureusement fait, ça arrive. Ça n'est jamais assumé, monsieur, parce que sinon ce serait condamné par la justice. Donc c'est souvent déguisé par des procédures disciplinaires. Et dans le rapport, nous interrogeons ces procédures disciplinaires parce que dans le cas des établissements privés, certains articles du Code de l'éducation ne s'y appliquent pas, et notamment des articles qui garantissent le droit de la défense des élèves, qui garantissent le respect du contradictoire, la collégialité de la décision, la possibilité, par exemple, de faire appel. La possibilité même de faire appel devant une juridiction dans des délais qui sont compatibles avec une décision qui pourrait être rendue suffisamment tôt pour ne pas altérer la scolarité de l'élève. Donc là, il y a une situation qui est choquante. C'est-à-dire que le droit de ces enfants, de ces élèves, n'est pas le même que celui de ceux qui sont scolarisés dans l'école publique. Et nous appelons, Christopher Weisberg et moi, à étendre les articles du Code de l'éducation qui protègent le droit des élèves et de leurs familles aux établissements privés. Donc voilà pour vous répondre sur ce point. Pourquoi est-ce que nous nous permettons de faire cette observation ? Parce que ces comportements sont illégaux. Ils sont interdits. Et à titre personnel, je propose d'ailleurs de punir d'une pénalité de 10 000 € par élève ces processus d'éviction sur critères scolaires des élèves les plus en difficulté. Je le fais parce que je considère que c'est une brutalité insupportable pour ces élèves et leurs familles, mais aussi parce que ce financement public, notre argent à tous, celui du contribuable, il finance l'effort éducatif de la nation. Et je n'accepte pas que des établissements qui se voient verser des fonds pour contribuer à cet effort éducatif de la nation renoncent devant la difficulté pédagogique et éducative. Oui, c'est pas facile d'aider un élève en difficulté à réussir. C'est pas facile. Mais c'est le propre du travail des pédagogues et des enseignants. Donc les établissements qui renoncent à cela devraient, selon moi, être pénalisés pour ce fait. On a beaucoup parlé d'un exemple d'un terrain de basket qui nous a beaucoup préoccupés parce qu'on se demandait qui pouvait le fréquenter. Ça paraît une anecdote, mais ça montre qu'il y a beaucoup à préciser et que c'est important de clarifier. De dire que si l'argent d'une région, par exemple, doit aller à des lycéens, il faut s'en assurer. Si l'argent de la commune doit servir à des écoliers, il faut aussi veiller à ce que ça le soit. Bon, les collectivités, parfois, elles trouvent par elles-mêmes des solutions. Par exemple, elles vont considérer que si le terrain de basket il est utilisé 30% du temps par des collégiens, eh bien, il va revenir à la charge du département d'en financer 30% du budget de construction ou d'entretien, par exemple. Ce sont des solutions qui peuvent exister. Mais voilà, ce qui nous a intéressé, c'est de s'assurer que ce type de proratisation était véritable et qu'on ne se retrouvait pas dans des situations où la commune allait payer pour le lycée. Et où là, on aurait une forme de détournement de l'usage prévu par les fonds parce que la loi interdit ce type de financement. Voilà pour répondre précisément sur ce terrain de basket.
Exactement. On nous a tout à fait, c'est le réseau des villes éducatrices, par exemple, qui nous a décrit cette situation, où dans le public, vous avez une ATSEM par classe, c'est financé sur fonds publics, donc ça augmente le le forfait communal qui est versé aux écoles privées, et les maires n'ont pourtant aucun moyen de s'assurer que cette augmentation de l'enveloppe conduit à embaucher des ATSEM qui sont bonnes pour les enfants dans chaque classe de l'école privée. Et là, pour le coup, je crois que je fais cette proposition seule. Moi, je propose qu'il y ait, à parité des financements, parité des politiques. C'est-à-dire que permettre à des communes qui feraient le choix, par exemple, de financer la présence d'une ATSEM par classe dans l'école publique, de s'assurer que l'augmentation mécanique de l'enveloppe confiée aux écoles privées conduise à embaucher là aussi des ATSEM. Et à ce que cet argent ne serve pas à autre chose. Voilà une des propositions que je fais pour garantir une meilleure traçabilité au fond dans l'usage des fonds.